Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale qui est de plus en plus importante au niveau de l'information d'aujourd'hui. Si vous appréciez nos émissions, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Vous avez invité un expert des BRICS, M. Wang. Et ça tombe bien parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important, de très important, il y a quelques jours, quelques semaines, en Russie, avec un maître de cérémonie, le président Poutine. Tout à fait, tout à fait. J'ai invité Alex Wang parce que c'est quelqu'un qui peut nous apporter une vision, je dirais, réaliste de ce qui se passe aujourd'hui sur la Chine et évidemment sur les BRICS, puisque la Chine est la première puissance dans le groupe des BRICS. Alors, juste avant de commencer, qu'on puisse en discuter avec vous, je voudrais juste vous rappeler, pour tous ceux qui n'ont pas forcément ces choses-là en tête, parce que dans le monde occidental, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'aime pas beaucoup parler des BRICS, parce que ça gêne. C'est que les BRICS, vous savez, au départ, c'est 5 pays, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, qui, en 2023, ont augmenté le nombre de leurs adhérents en faisant rentrer l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte, l'Éthiopie, et qui, aujourd'hui, en 2023, quand ils ont fait rentrer ces autres pays dans ce groupe de pays émergents, très puissants, eh ben, on s'est aperçu qu'ils représentaient plus de 31% du PIB mondial, alors que le G7, les Occidentaux, ne représentent que 30%. C'est-à-dire qu'actuellement, les BRICS au niveau mondial sont plus importants sur le plan économique, déjà, que les pays occidentaux. Et l'écart se creuse parce que l'économie des BRICS va beaucoup mieux, comme vous le savez. La Russie a les plus beaux résultats actuellement de toute l'Europe au niveau progression du PIB cette année. La Chine, elle va peut-être pas très bien, mais enfin, elle fait des résultats bien meilleurs que les États-Unis. Bref, ils sont en train de faire le trou. Alors, quand ces pays-là se réunissent, et c'est ce qui vient de se passer à Kazan, sous présidence tournante, parce que chacun assume la présidence un an après l'autre. Là, c'était le président Poutine, donc qui était le président qui officiait à Kazan, ce qui fait que c'est lui qui a présidé la réunion des BRICS cette année. Et un point important également, vous avez pu voir que le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, est venu spécialement à Kazan pour rencontrer les BRICS, parce que Guterres, comme secrétaire général de l'ONU, représente tous les pays du monde, et dans l'ensemble des pays du monde à l'ONU, eh bien, au point de vue PIB, les BRICS représentent plus que les Occidentaux. Il est donc normal que le secrétaire général de l'ONU aille rencontrer les BRICS, ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, et j'ajoute d'ailleurs qu'il y avait, je vous disais, il y a 5 pays d'origine, ils en ont rajouté 5 autres, mais en réalité, il y avait plus de 30 pays représentés, et il y avait 24 chefs d'État. Et si vous ajoutez donc la puissance des chefs d'État, ça représente plus de 50, pratiquement, plus de 50% de la population mondiale. Ça représente 40% des énergies, plus de 40% des énergies mondiales. Donc vous voyez que c'est pas rien. Donc on est devant un bloc qui est en train de se constituer, qui vient de nous passer l'année dernière, et qu'il est évidemment très important de suivre. Merci tout d'abord d'être venu. Et si vous voulez, on va parler de la Chine, bien sûr, mais je voudrais juste au départ peut-être qu'on parle un peu de ce qui s'est passé à Kazan. Et surtout, parce que ça c'est très intéressant, et vous l'avez vu, le communiqué final. Parce que dans les pays occidentaux, le communiqué final, il n'y en a pas. Pratiquement, on vous dit non, il n'y a rien d'intéressant. Il faut lire le chinois ou l'indien ou l'indonésien pour apprendre qu'est-ce qu'ils ont dit vraiment. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi de pouvoir échanger sur un sujet d'importance vraiment pour tout le monde, pas seulement pour les pays BRICS, mais pour le monde entier. Le sommet à Kazan, c'est le premier sommet après l'élargissement de BRICS. Ouais. C'est une date à marquer avec une pierre blanche, comme on dit en France, n'est-ce pas? Et qu'on a vu que le dynamisme de BRICS est toujours là, de plus en plus fort.
de plus en plus fort. Donc, on a vu la participation de 35 pays et que aussi beaucoup de chefs d'État pour constater par leur présence le progrès de BRICS dans tous les domaines. J'aimerais signaler 2 ou 3 points qui me paraissent être très importants. Premièrement, c'est l'arrivée des nouveaux candidats, une trentaine, donc ils se bousculent au bourtillon. Et on a remarqué un très particulier, la Turquie, qui est en même temps un membre très important de l'OTAN et le malheureux aspirant depuis 70 ans presque pour l'Union européenne. Voilà. Pour entrer en Europe, voilà. Donc ça montre que l'attrait, l'influence de BRICS va au-delà des pays, comment on dit, du sud global. Ça va bien en Europe et dans d'autres domaines, d'autres zones. C'est le premièrement. Lié à ça, j'ai vu que dans les textes de la déclaration, je peux le lire en chinois, BRICS a réussi à préciser cette fois-ci les conditions d'accès au BRICS, parce que c'est très important. Avant, on a élargi le BRICS, mais sans préciser très clairement les critères d'accès. Là, dans le texte, ils ont précisé, on peut le lire. C'est le premier point. Deuxième point, donc, on voit que BRICS continue la mise en place des mécanismes financiers alternatifs. Voilà. C'est ça, donc, au dollar. Le dollar, donc le système de paiement est en cours de test en Thaïlande, en Hong Kong, aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est un test avec profil très bas, donc c'est un test, même si on n'a pas encore annoncé le roadmap ou les dates pour annoncer la mise en place officielle. Mais dans le texte, point numéro 12 du texte de la déclaration, BRICS demande à tous les directeurs de la Banque centrale de BRICS travailler sur cette solution-là pour proposer une solution l'année prochaine pendant le sommet, le 17e sommet qui aura lieu au Brésil. Voilà. Et puis, troisièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que cette fois-ci, BRICS ont beaucoup prononcé sur le plan géopolitique. Parce que BRICS, c'est une organisation de coopération économique, mais cette fois-ci, appelée le cessez-le-feu, que ce soit en Moyen-Orient, en Ukraine ou au Soudan. Donc, on sent qu'il y a une évolution quelque part. Donc, au-delà de l'économie, il y a la préoccupation politique et géopolitique est en train d'arriver aussi. Je trouve que le communiqué final a confirmé quelque chose qui émerge qui apparaît depuis plus d'1 an. C'est d'une part que tous les grands pays en développement sont intéressés de rentrer dans les BRICS. Bon, l'Indonésie est candidate, mais je vois le Maroc. Alors l'Afrique du Sud n'est pas très contente d'ailleurs, mais le Maroc est candidat. Hein, il y a plein. Malaisie, la Malaisie, Thaïlande. Candidat, la Thaïlande. Donc il y a plein de pays en développement fort, qui marchent bien, qui sont intéressés. Donc déjà, plus ils vont se regrouper, plus ils vont devenir puissants. Ils sont déjà incontournables. Mais alors là, ils ont déjà la banque. Ils ont déjà la banque. Bon, exactement. Ensuite, que vous disiez sur la monnaie, je trouve qu'ils sont très prudents parce qu'ils ne veulent pas affronter de face les Américains, bien entendu, pour le moment. Et ils sont en train de mettre en place tout un système qui fait que progressivement, ça va affaiblir le dollar parce qu'il y aura de moins en moins de transactions internationales qui vont se faire en dollars. Et pour le dollar, dont le système économique, on en a parlé plusieurs fois, le système économique repose sur le fait que c'est le monde entier qui finance le dollar et ce qui leur permet d'avoir un déficit énorme dans leur pays, eh bien là, ils vont se trouver en difficulté parce que
le dollar va être de moins en moins financé par les autres. Hein. Parce que les autres en ont marre de ils en ont subir les pressions. Exactement. Plus utiliser le dollar comme arme pour punir tout le monde. Donc, tout à fait. Voilà. Et puis sur le troisième point que vous évoquiez, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que je crois que on va revenir là-dessus, parce que là c'est vraiment un point vraiment pour moi essentiel. Il y a clairement, alors là vous venez de le dire, alors c'est difficile à comprendre pour les Occidentaux à cause des pressions, des campagnes d'influence que nous subissons, mais il y a vraiment une opposition maintenant de plus en plus marquée entre les BRICS, alors qu'on appelle le Sud global, les pays émergents, enfin ce groupe qui devient majoritaire au niveau mondial sur le plan économique, et qui est une association multipôle, puisque chacun de ces pays est un véritable pôle de développement économique dans sa région. Donc on est dans un processus de multipolarisation qui dit on va développer le commerce, mais il faut aussi qu'on ait des liens et qu'on s'entende bien, donc arrêtons de faire la guerre. Et on a de l'autre côté les Occidentaux qui, eux, font des guerres partout. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on nous présente. Et on nous accuse, bien entendu, d'être des fauteurs de guerre. Il faut bien le dire. On voit bien que cet ordre-là, cet ordre mondial-là, est en train de craquer. Voilà. Quelque part. Le monde par la force, voilà. le monde qui historiquement a été tenu par les Occidentaux par la force, depuis par les moyens militaires, 250 ans. Depuis très longtemps, hein, il est en train d'exploser parce que la plupart des pays du monde disent ça suffit. Tout à fait. Parce que ça, c'est très, très important parce que ça va changer, ça change la face du monde pour les dizaines d'années à venir. Hein. Ce que les pays BRICS cherchent, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu à somme nulle pour chasser, éliminer l'Occident. Non. Donc, il ne se représente pas comme un bloc anti-Occident. Absolument pas du tout. Il veut que tout le monde puisse vivre, commercer tranquillement, de façon paisible. Que personne ne veuille imposer aux autres sa vision des choses. Avec le respect dû à chaque peuple. Le respect des autres. Chaque pays a leur souveraineté. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je sais tout et que je suis fort. J'impose ma façon de voir et mon système de valeurs. Alors, je voulais revenir sur le système alternatif financier que proposent les BRICS. Parce qu'on a fait plusieurs émissions, dont une spécifiquement sur la dédollarisation. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus sur le système alternatif que les BRICS pourraient mettre en place? Parce qu'on parle d'un panier de monnaie. Comment ça a l'air de s'articuler? Tout à fait. Donc, il y aura une monnaie BRICS, mais il faut attendre longtemps encore, parce que ce n'est pas une chose très, très simple. Très long. Et en attendant, les BRICS commencent à travailler et tester une solution, le panier de monnaie des 5 BRICS en fonction de leur poids économique. Voilà. Pour pouvoir ne froisser personne. Voilà. Et puis aussi, en dessous, utiliser une solution numérique, une sorte de BRICS Bridge, il l'appelle, pour relier les banques centrales des pays, les membres BRICS, en laissant inchanger les systèmes en attendant de chaque pays, pour pouvoir justement introduire petit à petit cette solution alternative pour que les uns et les autres puissent bénéficier aussi des paiements directs en monnaie locale. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de tester à petite échelle à Hong Kong, par exemple. À Hong Kong, en Thaïlande et les Émirats arabes unis. On verra les résultats de l'année prochaine au Brésil, mais ça va progresser petit à petit, tranquillement, mais sûrement. La Chine, comment ça va actuellement? Il y a des difficultés donc, dans le développement économique, il y a comme on dit, des vents contraires qui arrivent, et en même temps, je pense qu'ils ont lancé également les réformes structurelles là-bas. Donc, les deux ensemble, ça pose beaucoup de problèmes, notamment dans le secteur des immobiliers. Oui, l'immobilier, oui. Voilà, tout à fait, pour réduire un peu le pourcentage de son poids dans le PIB global. 25 pour 30, c'était à 30%. Là, c'est encore à 25%, donc c'est beaucoup trop. Et en même temps, la réforme ou la transformation est en cours.
Ça ne peut pas être fait en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Bien sûr. Ça prendra 5 ans, 10 ans. Donc, en attendant, on voit que le taux de croissance, c'est vrai, c'est à peu près au niveau de 5%. Ce n'est pas comme dans le passé, 10, 8%. Mais c'est une période qui va passer. Qui va passer. Oui, parce que l'immobilier en Chine, c'est le Graal pour les Chinois, les classes moyennes chinoises, d'accéder à la propriété. C'était le marqueur. Tout à fait. Au départ, parce qu'on a mélangé un peu, donc acheter la maison pour habiter ou acheter la maison pour investir. Investir. C'est 2 choses. Et puis, les banques centrales, les banques, principales banques, avaient des gestes assez larges pour construire. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de bulle qui arrive. Donc, le gouvernement a décidé d'arrêter l'afflux. Mais d'un autre côté, il fallait bien construire, parce que quand il y a eu cet appel d'air, les grandes villes, en particulier les villes côtières, puis après des villes de l'intérieur, se sont mises à appeler les populations rurales pour les faire venir dans les villes pour travailler, comme on a connu en Europe et ailleurs. Tout à fait. Bah, il fallait les loger, les gens. Il fallait pas les mettre dans des bidonvilles. C'est pour ça qu'il y a eu le développement de l'immobilier. On s'est parlé de 2 choses. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Quand on l'achetait pour y habiter, c'est une chose. Oui, l'autre pour voilà, c'est une autre. Donc l'arrêt qui a été prononcé, qui a été mis en place, touche moins la partie pour l'habitation. C'est ça. Voilà. Donc on dit que plus d'argent, plus d'argent pour les promoteurs, pour que les gens puissent habiter, continuer. Oui. Il faut livrer ce qui a été promis. Pour vous, les choses sont en train vraiment de s'améliorer. Ça y est, la machine est en marche pour régler le problème. Il faudra du temps, mais ça va. Il faut de la patience et il faut serrer un peu les dents. Et la Chine, quand on la regarde, est en train de s'affirmer comme le leader indiscutable. D'abord, numéro 1 mondial au point de vue économique, mais le leader indiscutable en Asie. Hein. Il amène une sorte de culture de respect des uns et des autres au sein de BRICS. Voilà. Que ce soit petit pays ou grand pays, on est au même niveau. Et quand il y a des décisions à prendre, on discute. Je crois que je l'ai cité une fois dans une émission, quand le président Xi Jinping avait rencontré le président Biden à Genève il y a 1 an. Oui. C'est 1 an maintenant, il y a 1 an, pratiquement 1 an. Xi Jinping avait dit, si je me souviens bien, avait dit à Biden, mais pourquoi voulez-vous nous faire la guerre? On peut parfaitement avoir 2 grandes puissances qui vivent ensemble, c'est pas la peine de se taper dessus. Voilà, tout à fait. C'est ça, Oui, tout à fait. L'océan est assez grand pour contenir nous 2. Voilà. Donc quand vous parlez de respect, c'est bien. On est dans 2 logiques totalement différentes. Un pays qui, en définitive, se développe économiquement et travaille avec les autres, et puis autour, dans de bonnes relations, semble-t-il. Tout à fait. Hein, et puis de l'autre côté, les Occidentaux qui, au contraire, sont plutôt agressifs. Agressifs, oui, dans une espèce de système hiérarchique. Oui. C'est l'US qui décide, que les autres suivent. C'est ça, c'est pas la démocratie, ça. Juste avant le sommet, l'Inde a annoncé que, après des négociations laborieuses, etc., ils ont réussi à trouver un accord avec la Chine concernant les modalités de patrouille dans les zones de montagne, à la frontière, en conflit. Mais c'était magnifique. J'ai dit que si les soldats chinois vont commencer à patrouiller, il envoie un message en Inde, il dit que je vais commencer à tel jour, je vais parcourir l'itinéraire, etc. Et l'Inde fera le même dans l'autre sens. Parce qu'il faut savoir, on ne le sait pas, mais tous les jours, il y a des escarmouches dans cette zone-là, entre l'Inde et la Chine. Oui, donc tout à fait. Le conflit est chaud. Mais c'est un bon signe que les 2 pays mettent une sorte de pause. Oui. Ben, c'est pas réglé. Hein. Les Anglais ont laissé un énorme problème là. C'est pas réglé, mais ils regardent quand même le développement stratégique des 2 pays. Les avantages qu'ils puissent avoir les 2 côtés. Hein, il faut savoir, vous vous souvenez, quand vous connaissez tous l'Himalaya, avec l'Everest et toutes les grandes montagnes, c'est toute cette zone montagneuse qui est au nord de l'Inde et à l'ouest, au sud-ouest de la Chine. C'est une zone
évidemment extrêmement compliqué à gérer parce que c'est pas simple de gérer des zones montagneuses. Et là, régulièrement, il y a des escarmouches entre les deux, chacun disant ça c'est à moi, ça c'est à moi. Fait, parce que et c'est le problème, la ligne de McMahon. Exactement, la limite, elle n'est pas évidente. Que vous ne pouvez pas tracer des lignes droites dans des montagnes ou des petites vallées et des choses. Or, les Occidentaux ont tracé des lignes droites. C'est un peu comme en Afrique et autres. Oui. On n'a tenu aucun compte de la réalité locale. Alors évidemment, après, ça pose plein de problèmes que ces pays sont obligés d'essayer de résoudre aujourd'hui. Et là, il y a un pas en avant très important. Hein, très important. parce que c'est la première fois qu'ils se mettent d'accord. Oui. Hein, donc c'est bon signe. Il n'y aura plus de contact conflictuel. Alain Juillet a bien précisé effectivement que la Chine est quand même le leader des BRICS. Comment peuvent cohabiter l'organisation des BRICS et l'organisation de Shanghai du côté chinois? Je pense que à la longue, ces deux organisations vont fusionner. Parce que les soucis sécuritaires sont complètement liés aux soucis du développement économique. Je pense que petit à petit, quand on regarde les projets routes de la soie, que ce soit maritime ou terrestre, quelque part, la Chine doit protéger ses routes maritimes ou terrestres. Du coup, les pays qui ont reçu les aides doivent protéger l'infrastructure. Donc, les soucis sécuritaires vont se poser, vont arriver naturellement. Comment vous voyez l'Union européenne dans ses relations avec les BRICS? L'Union européenne avait des initiatives très bien avec BRICS et que je pense qu'on a des chantiers à lancer ou à prolonger entre les deux organisations, par exemple en Afrique, parce qu'on peut aller aider les pays africains pour avoir des projets tous ensemble, avec l'expérience, l'expertise et la puissance financière, tous ensemble. Comme vous dites, le problème, c'est que les Européens, je parle des Européens ont, à un moment, sont intéressés aux BRICS au début, mais on peut. Et puis c'est vrai qu'actuellement, on a l'impression qu'ils les rejettent de l'autre côté pour les problèmes du géopolitique, de politique tout court d'ailleurs. Il y a deux qui s'intéressent quand même, peut-être Hongrie. Oui. Et Serbie n'est pas dans l'UE, mais s'intéresse aussi aux BRICS. Mais la Hongrie est un pays qui, quand on regarde, essaie d'affirmer son indépendance au niveau de l'Europe, dans l'Union européenne, c'est clair, on l'a vu, d'une part, essaie d'être bien avec les BRICS, essaie d'avoir une véritable politique. Après tout, quand on avait De Gaulle, nous, c'était bien ce qu'on faisait. L'Europe doit avoir sa propre autonomie. Exactement. Bien sûr, il peut continuer à être partenaire ou allié des États-Unis, mais en même temps, on doit regarder ses intérêts propres, vitaux de chaque pays. Exactement. Quand vous regardez ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous prenez l'Inde et la Chine, en 2050, la Chine sera première puissance mondiale, l'Inde seconde puissance mondiale. C'est quand même pas rien. Il faut quand même qu'on s'y intéresse sérieusement. Tout à fait. Ça ne sert à rien de fermer les yeux ou mettre la tête sous le sable, dire qu'il ne se passe rien. Il se passe rien. Non, le changement est en train d'arriver. Et oui. Donc, nouvel ordre multipolaire est en train d'arriver. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça va prendre du temps. La route sera longue. Il y aura des problèmes. Mais il va être là. Il y a deux soucis à régler en ce moment pour que ce soit harmonieux entre l'Europe et les BRICS. C'est quand même le conflit, effectivement, Alain Juillet en a parlé, en Ukraine. Il y a quand même la Russie. Et puis, il y a toujours cette épée de Damoclès sur Taïwan. Si on arrive à régler ces deux problèmes d'une façon sereine, là, effectivement, l'Europe pourrait avoir une vision à long terme, si ça existe en Europe, pour créer des relations avec les BRICS. L'Europe doit réintégrer la Russie quelque part. Trouver une cadre, une structure sécuritaire pour inclure tout le monde, pour trouver un moyen, dans l'immédiat, d'arrêter le combat. Arrêter les combats. Ce n'est pas une façon de régler le problème. Deuxièmement, Taïwan et Chine continentale, c'est un problème
c'est le reliquat d'une guerre civile qui n'est toujours pas finie. Toujours pas finie. Donc mon souhait, c'est que il faut trouver un moyen de régler ce problème-là de façon pacifique. Et cela dit, Taïwan, les Taïwanais investissent énormément en Chine continentale. Tout à fait. Sur le plan des affaires, il n'y a pas de problème. 42% de l'export de Taïwan est en Chine continentale, et avec à peu près la même proportion pour l'investissement. Donc la Chine a décollé en partie grâce à Taïwan. Donc ce sont les Chinois des deux côtés. Et il y a ce problème de l'indépendance ou l'indépendantiste. Mais au Parlement, le nouveau Parlement taïwanais, les indépendantistes sont minoritaires. Tout à fait. Donc le président actuel, c'est doublement minoritaire. Il a été élu avec 40% de voix seulement. Et qu'au Parlement, il a seulement c'est minoritaire également. Ouais. On connaît ça en France. J'ai fait un article là-dessus. Je participe à une émission sur France 24 en anglais. J'ai parlé un peu de ça, mais on ne m'a pas trop laissé... On ne vous a pas laissé en parler. Ah non, mais en France, on ne veut pas le dire. Je l'ai dit quand même. On parle toujours de l'indépendance de Taïwan. On ne dit pas que le président est minoritaire à son élection et que l'Assemblée, le Parlement, il est minoritaire. La majorité est anti-indépendance. Ouais. Ils sont pour l'autonomie, ils sont pour l'autonomie et donc, statu quo. Parce que si on regarde l'histoire de la Chine, donc on sait bien que Taïwan il fait partie de la Chine. Mais bien sûr. Ouais. Mais hier, c'est l'ONU. Hein. Et l'ONU a donné... En 64, ouais. De Gaulle l'avait reconnu. Et tout ça. Mais bien sûr. De Gaulle l'avait reconnu. Nixon l'avait reconnu aussi quand il est allé en Chine. À l'époque. Hein? L'ONU a... c'est l'ONU qui a donné Formose à la République populaire à la République de Chine. Toute la Chine. À toute la Chine. Voilà, donc c'est à travers la résolution... Après, en 45. Les deux étaient ensemble, côte à côte, pour renverser la dernière dynastie. Oui. Et après, ils ont mis face à face pour faire la guerre. Et puis les Japonais sont venus, ils ont remis côte à côte pour chasser les Japonais. Et après, ils ont remis face à face pour obtenir le contrôle total de toute la Chine, y compris Taïwan. Et il faut le savoir, sur le site gouvernemental du gouvernement de Taïwan, il y a la constitution de la République de Chine. Et dans cette constitution-là, on dit que la Chine inclut partie des îles et du continent. Cette constitution-là a été écrite en 1946, a été modifiée un peu, mais sur l'essentiel, elle n'a pas été touchée. Vous avez parlé au tout début que la réunion des BRICS en Russie, là, ils avaient mis en place un système de critères de sélection pour... On peut, vous pouvez un peu développer, parce qu'on a vu rentrer un certain nombre de pays, on se dit, tiens, pourquoi eux et pas d'autres? Quels sont ces critères? Je pense qu'il y en aura 3 types de critères. Premièrement, il faut soutenir les réformes souhaitées ou en cours des Nations Unies. Hein. Deuxièmement, il ne faut pas que les candidats soient en conflit avec les fondateurs et les nouveaux membres. Voilà. Troisièmement, il ne faut pas soutenir les sanctions décidées unilatéralement. On voit bien qu'à travers cette vision politique très différente de celle que nous connaissons depuis longtemps, c'est un nouveau monde qui est en train de se faire. Hein. Tout à fait. Parce que les membres, ce sont des pays très différents, avec les cultures différentes, avec les religions différentes, etc. On ne demande absolument pas l'alignement sur un système de gouvernance. C'est ça qui est difficile, vous voyez, je crois, à comprendre pour les Occidentaux, pour les Français en particulier. Il faut aligner. Oui, parce qu'on est tellement habitué à dire, non, il y a une politique, par exemple, la politique américaine, il faut la suivre. Et il y a un système de valeurs, exactement, la même, il faut respecter. Alors que là, on nous dit non, pas du tout, chacun est comme il est. Hein? Quelque part, c'est l'esprit de westphalien. Oui. On respecte la souveraineté et puis il n'y a pas d'interférence dans les affaires des pays. L'ADN de cette association des BRICS, c'est l'économie, initialement. Alors qu'en Europe, c'était plus politique.
C'est ça aussi la différence. Donc quand on est plus dans une association politique, il faut que tout le monde rentre dans un carcan. On admet les différences et aussi le respect et la souveraineté des membres. C'est important. On ne demande pas l'alignement. C'est ça qui est très important, c'est qu'on ne demande pas l'alignement. Parce que certains pays ne souhaitent pas tout de suite choisir que ce soit la Chine ou l'US. Dans certains dossiers, ils disent OK, comme Singapour, il dit que je suis de côté. Donc voilà. Et on respecte ça. C'est une espèce de neutralité. Peut-être un dernier point. Avant le sommet, Vladimir Poutine a proposé qu'on crée un parlement de BRICS. Oui. Et on n'en a pas parlé pendant le sommet, mais ça va être important. Plus le BRICS devient grand, la possibilité d'avoir des conflits internes est encore grand. Oui. On a besoin d'un mécanisme de réconciliation entre les pays BRICS. C'est la dimension politique qui manquait un petit peu. Un parlement pourrait amener, amener plus de discussions et des échanges. Merci beaucoup. De tout cet échange, de ces informations que vous avez apportées et de cette vision surtout, parce que je pense que c'est important pour nos auditeurs de comprendre ce changement fondamental qui est en train de se faire et que vous avez très bien défini jusqu'à la fin, en parlant du Parlement pour régler les conflits. Nous sommes en train de rentrer dans un monde dans lequel il y a toute une partie de ce monde qui ne pense plus comme nous du tout, mais qui est en train de s'organiser et qui va prendre une part de plus en plus importante dans le système. Donc il faut que nous, on s'y prépare. Et moi, j'ajouterais, si vous voulez, en tant que Français, que quand on voit ça, on se dit qu'il va y avoir de formidables opportunités pour ceux qui sauront aller les chercher. De fait. Donc, loin de continuer sur l'alignement et regardons, ouvrons les yeux. L'avenir est devant nous avec tous ces pays qui sont prêts à faire plein de choses et avec lesquels on peut faire plein de choses. Merci, M. Wong, de cet éclairage. Merci beaucoup. Votre grille de lecture nous éclaire quand même plus précisément. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions, de prochaines émissions, sur Openbox TV pour avoir une évolution des BRICS et ça va aller de plus en plus vite. Merci et à bientôt.